Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Si on parlait de sport, l'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Condutte. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Voilà, nos invités Félix André et Eric Arjona pour parler volley, Alain Doucet et Eric Planès pour parler rugby. Au sommaire de cette émission, on va bien sûr parler de volley, l'Eurovolley féminin avec une interview de Félix Alexandre, entraîneur adjoint de l'équipe de France. Il nous parle de la motivation des joueuses qui espèrent réaliser un bon parcours dans ce championnat d'Europe. Eric Arjona, responsable du pôle France féminin de volley à Toulouse, nous présentera le travail de préparation réalisé au sein de cette structure France, dont de nombreuses joueuses sont issues en équipe de France. En deuxième mi-temps, c'est en mêlée qu'il faudra pousser avec nos deux invités, Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie, et Eric Plane, directeur technique de la Ligue Occitanie. Passionnés de rugby, ils nous offriront une présentation détaillée de la Coupe du Monde à moins d'un mois du coup d'envoi entre la France et la Nouvelle-Zélande. Mais tout de suite, dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Et oui, on commence par notre équipe de France de foot féminin. On aurait aimé un meilleur résultat et pourtant elles n'ont pas démérité. Les Bleus sont éliminés en quart de finale de la Coupe du Monde après une séance de tir au but irrespirable. Face à l'Australie, le rêve de décrocher le sacre mondial s'est envolé pour les Bleus d'Hervé Renard. Reprise de la Ligue 1 de football. Toulouse renverse Nantes. Les retrouvailles entre les deux protagonistes de la dernière Coupe de France, Nantes-Toulouse. Malgré une belle entame de match, Nantes a finalement cédé petit à petit face à un TFC monté en puissance. À l'occasion de ce premier match de la saison, les Toulousains l'emportent dans le temps additionnel, 2-1. En équitation, championnat d'Europe de concours complet. Revenu de très loin après un dressage passable, l'équipe de France, très soudée, a frôlé l'argent, mais assure le bronze au championnat d'Europe. Et en cyclisme, en VTT, mondiaux de short track, Pauline Ferrand-Prévot, de nouveau championne du monde de short track. Malgré une préparation perturbée par sa blessure au genou, la Française a réussi à conserver son titre mondial lors des championnats du monde. Chez les hommes, Victor Koretsky a remporté la médaille d'argent du short track au championnat du monde, seulement devancé par le tenant du titre, le néo-zélandais Samuel Gaz. Relais mixte de VTT, l'équipe de France en argent, Loana Lecomte, Jordan Sarrou, Lynn Burquier, Adrien Boichy, Julien Aymon et Anaïs Moulin ont décroché l'argent mondial du relais mixte de cross-country. Ils n'ont été devancés que par les Suisses pour 9 secondes. Et en cross-country, déjà victorieuse du short-track jeudi, Pauline Ferrand-Prévot a écrasé l'épreuve de cross-country samedi aux mondiaux en Écosse. Elle a décroché son 5e titre sur la distance olympique en s'imposant devant sa compatriote Loana Lecomte. Ouais, tout ça, Pauline, ça se passait à Glasgow, en Écosse, et il y a eu cette semaine, le cyclisme était présent partout, en VTT et aussi en cyclisme sur route. Et donc, dans ce championnat du monde, l'équipe de France décroche la médaille d'argent sur le contre-la-montre par équipe mixte. Pour 7 secondes seulement, la France a été battue par la Suisse. Le groupe français est composé de Rémi Cavagna, Bruno Amirail et Brian Coquard chez les hommes, Juliette Labousse, Audrey Cordon-Rago et Cédrine Kerbaol chez les femmes a terminé l'épreuve en 54 minutes et 23 secondes, seulement devancé donc par les Suisses. Il y a eu aussi, dans ce championnat du monde, il y avait le paracyclisme. André-Alexandre Lyotet, 22 ans en C2, et Kevin Lekunf, 35 ans en C4, sont devenus champions du monde du contre-la-montre sur la route à Glasgow, dans leurs catégories respectives en paracyclisme. Les Bleus ont décroché 5 autres médailles en handbike. L'équipe de France de paracyclisme a achevé les mondiaux de Glasgow avec une nouvelle médaille d'or remportée par le relais handbike composé de Florian Joanny, Johan Kyle et Joseph Fritsch. En BMX flat, la Française Aude Cassagne a remporté les championnats du monde à Glasgow, son 2e titre mondial consécutif en BMX flat. Quant à Mathias Dandois, 9 fois champion du monde, il n'a pu décrocher cette fois-ci que la médaille de bronze de BMX flat. Et en BMX course, carton plein pour les Français qui ont réalisé un triplé en finale des championnats du monde à Glasgow. Romain Mailleux, champion du monde, a devancé Arthur Pilar et Joris Daudet. Et en basket, Pauline, avec le match de préparation, 2 jours après sa victoire éclatante à Orléans contre la Lituanie 90-72, l'équipe de France a dû batailler vendredi soir à Vilnius contre le même adversaire avant de décrocher un 5e succès, 76-70 en 5 matchs de préparation à la Coupe du Monde, 25 août au 10 septembre, et on en reparlera.
Volley masculin maintenant, mondial moins de 19 ans, il faut le dire, c'est important. L'équipe de France des moins de 19 ans, sacrée championne du monde en s'imposant face à l'Iran en finale 3-1. Les Bleuets ont décroché à San Juan en Argentine le premier titre mondial d'une équipe de France de volley. Et en rugby, Laurent, le 15 de France a pris sa revanche contre l'Écosse, vaincu 25-21 la semaine passée pour leur premier match de préparation au mondial en France. Les hommes de Fabien Galtier sont allés chercher une victoire dans la douleur en toute fin de match samedi, en prenant l'avantage grâce à une ultime pénalité de Thomas Ramos à la 78e minute. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec nos invités Félix André et Éric Arjona. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Oui, Félix André, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans Et si on parlait de sport, et plus particulièrement de volleyball féminin avec l'Euro 2023 qui se déroule en ce moment dans les 4 pays, donc en Belgique, Allemagne, Italie et Estonie. Félix, tu es entraîneur adjoint de l'équipe de France féminine de volleyball aux côtés d'Émile Rousseau et entraîneur national du pôle France féminin de Toulouse, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde ton parcours, Félix, on change chez l'homme la passion du sport et plus particulièrement celle d'entraîneur. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro, comment se sent-on justement par rapport à un tel événement ? Forcément excité puisque l'Euro représente un bel objectif, un gros objectif de notre été. Donc, beaucoup d'excitation. En même temps, ça vient ponctuer, c'est la compétition qui termine notre été. Puisque c'est la 3e compétition officielle qu'on va jouer de l'été, après avoir joué la Golden League et la Challenger Cup. On termine notre été par cet Euro. Donc c'est un peu le bouquet final de notre été, et beaucoup d'excitation et beaucoup d'envie pour terminer en beauté notre été 2023. Dernier été avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors justement, pour un entraîneur, il y a un peu de stress parce qu'en fait, ça veut dire que tout le travail que tu as mis au point avec ces filles, on va voir si ça a marché. En fait, c'est ça, en fait, le stress d'un entraîneur. Ouais, c'est effectivement de pouvoir un peu jauger et juger le travail qui a été effectué cet été. C'est aussi puisqu'on reste il y a 2 ans sur un résultat qui était très bon pour nous à l'Euro 2021, puisqu'on avait perdu en quart de finale contre le pays hôte, la Serbie, après un match relativement serré. On avait perdu 3-1 contre cette équipe serbe qui est une des top nations de notre sport au monde. Donc on avait fait un très bon résultat en 2021. Un peu pour mémoire, l'équipe de France avait atteint une fois un quart de finale européen, donc on avait égalé la meilleure performance il y a 2 ans. Et c'est sûr qu'on on rêve de réitérer le même type de résultat sur cet Euro là qui arrive. Alors justement, donc, là, on a suivi un peu le parcours récemment. Donc après avoir remporté la Challenge Cup, les Françaises ont, j'imagine, réalisé un bon parcours dans le championnat d'Europe. C'est la dernière grande compétition avant les JO de Paris 2024. Dans quel état d'esprit aujourd'hui, puisque vous êtes avec elles, sont les joueuses ? Forcément, donc on sort d'une dernière compétition qu'on a remportée, la Challenger Cup. Il y a moins de 10 jours. Donc tout s'enchaîne un peu, mais on est resté sur un très très bon résultat, un résultat historique, puisque cette victoire en Challenger Cup nous ouvre les portes à la VNL, Volley National League, qui est une compétition majeure dans notre sport et qui se déroule tous les ans pour les 16 meilleures équipes du monde. Donc elles sont vraiment dans un bon état d'esprit, tout le monde est dans un bon état d'esprit, on reste sur un résultat hyper positif. Alors là, on va on a vu les groupes là qui arrivent là, donc c'est un groupe qui paraît homogène. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec la Slovaquie, l'Espagne, la Finlande, l'Estonie et le Pays-Bas. Et c'est quoi l'adversaire qui te semble le plus coriace dans ce groupe ? L'équipe la mieux classée au ranking mondial et qui est un petit peu la plus habituée, on va dire, des grosses joutes internationales, c'est les Pays-Bas. C'est l'équipe un petit peu, je vais pas dire épouvantail parce que c'est pas une équipe, on va dire, qu'on regarde de très loin devant nous. C'est une équipe qu'on espère bien accrocher, mais c'est l'équipe qui est la mieux classée au ranking mondial, comme je l'ai dit, et qui a un vécu sur le top niveau mondial qui est un peu plus important que les autres. Alors justement, ça se passe comment là ? Imaginons, vous êtes un groupe de 6, je crois, et comment ça se passe ce déroulement de compétition ? Si vous perdez contre eux, vous perdez pas tout quand même ? Non, parce que dans
pour sortir des poules de l'Euro, il faudra être dans les 4 premiers. Donc effectivement, on va pas jouer notre place et notre qualification uniquement contre les Pays-Bas. Il faut être dans les 4 premiers. Et puis derrière, après, on va se croiser avec les autres poules pour les quarts, demi et finale derrière. Donc il y a de la place pour sortir de cette première poule. Et effectivement, on ne jouera pas tout contre les Pays-Bas. D'accord, donc ça veut dire que, pour résumer, on a une phase éliminatoire en groupe et en poule, et derrière on accède directement au quart de finale, c'est ça? Il y a 16 équipes qui vont sortir, 4 équipes par poule, donc 4 poules. Il y a 16 équipes qui vont sortir, et après on croise avec de mémoire, on croise avec la poule de l'Italie. Donc en fonction, le 4e de notre poule rencontrera le premier de la poule de l'Italie, le 3e rencontrera le 2e et le 3e rencontrera le 3e, et voilà, c'est comme ça que ça va se croiser. Après, c'est déjà un bracket en fait qui est préétabli, et puis derrière, après, demi-finale et finale. Donc l'Italie, c'est une équipe qui a priori est leader dans le volley féminin. C'est un grosse nation de notre sport mondial, effectivement. On a aussi la Turquie qui est présente au championnat d'Europe, qui est une très grosse nation qui vient de remporter la dernière Volleyball National League. Là, non, on a beaucoup de niveaux. De toute manière, dans le top 10 mondial, de mémoire, il y a 5 équipes européennes qui sont classées dans le top 10 mondial. Donc l'essentiel de notre sport, le haut niveau de notre sport se passe essentiellement en Europe. Et c'est ce qui rend cette compétition championnat d'Europe finalement assez dense et difficile. C'est que le gros niveau mondial se retrouve sur notre continent. Donc ça rend les choses très intéressantes. C'est un beau préparation pour les Jeux Olympiques. Alors, on va parler de préparation. Cette équipe-là, il y a pas mal de filles, on en parlait hors antenne. Ce sont des filles qui viennent aussi, pour la plupart, du pôle France, qui est effectivement est installé ici à Toulouse. Justement, comment ça se passe un peu cette préparation, puisqu'on en parlera tout à l'heure avec Eric, mais vous-même, vous les suivez de près, donc vous les connaissez. Comment vous les préparez? Est-ce que c'est des filles en devenir? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont en train de devenir? Où est la maturité de cette équipe, en fait? On a un groupe qui est assez jeune. En fait, on a derrière Christina Bauer, qui est un peu la joueuse d'expérience qu'on a, donc une centrale qui a 34 ans et qui a, elle, déjà fait une très longue carrière, notamment en passant par les championnats italiens et turcs, dans lesquels elle a remporté les Coupes d'Europe et les différents championnats nationaux auxquels elle a participé. Derrière cette fille d'expérience, on a un groupe qui est quand même relativement jeune. Sur les 14 filles qui sont présentes dans la sélection, il y en a 13 qui sont passées par le pôle France de Toulouse. Donc, on sait que notre pôle France est quand même l'outil de formation pour accéder à l'équipe nationale qui marche bien, qui est quelque chose qui tourne bien. Moi-même, là-dedans, je suis aux premières loges pour pouvoir assister à ça. Ça a été une des motivations de la fédération aussi, et un des objectifs que la fédération m'a fixé en me demandant d'intégrer le pôle France, c'était de pouvoir mettre du lien justement dans la formation par rapport à ce qu'on a comme précepte de jeu, comme organisation et comme un petit peu comme règle, ou en tout cas objectif de style de jeu à créer. Donc moi j'ai cette mission-là au sein du pôle France, et d'essayer de mettre du lien dans la formation pour faciliter l'intégration de toutes les idées et de toute la philosophie de jeu qu'on souhaite mettre en place sur l'équipe nationale. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est sûr que c'est c'est un gros travail, parce que on a des jeunes joueuses qui sont encore en découverte et en apprentissage sur le très haut niveau, mais c'est super valorisant de voir l'évolution de ces jeunes, de voir comment elles grandissent et comment elles se mettent au niveau d'un championnat d'Europe ou au niveau mondial. Et d'ailleurs, on va partir dans cette compétition avec Nawel Chouik-Barbez, qui est encore pensionnaire du centre national, donc qui est pas encore professionnel, qui est encore présente au pôle France de Toulouse, et qui sera encore chez nous l'année prochaine.
On va suivre avec intérêt tout ce travail, voir si, comme on dit, le travail paye. On comprend mieux maintenant le stress d'un entraîneur, de se dire, voilà, j'ai poussé ces filles-là, je les ai entraînées, et puis voir si le travail va marcher. En tout cas, Félix, merci pour ton témoignage et ton analyse pour cet Euro de volley féminin. Bonne continuation pour le développement de la discipline. On va pousser derrière l'équipe de France pour cette compétition et vous suivre jusqu'au JO. En tout cas, un grand merci à vous et bien bon courage pour la suite. Merci beaucoup à vous. Éric Arjona, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, et écoute, merci de répondre à notre invitation. On vient d'entendre il y a quelques instants Félix André, qui est entraîneur adjoint de l'équipe de France de volley féminine et qui s'apprête à disputer le championnat d'Europe 2023 de volley. Et toi, tu es à la tête du pôle France volley féminin et forcément au cœur de la préparation des joueuses. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est quel regard portes-tu sur ce championnat d'Europe où certaines de tes participantes sont probablement issues du pôle France? Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, les joueuses qui passent par le pôle France alimentent l'équipe de France senior. Et effectivement, moi, la vision que j'ai sur ce championnat d'Europe, j'ai hâte que ça commence parce que depuis quelques temps maintenant, avec l'arrivée d'Émile Rousseau et de Félix André comme entraîneur adjoint, les résultats sont bons et c'est une équipe qui progresse sur le ranking, c'est-à-dire les places mondiales. Donc c'est une équipe en pleine progression. Et moi, en tant que responsable, le regard que j'ai, c'est une grosse satisfaction parce que les filles passent par le pôle France et cela prouve aussi, montre que on est dans le vrai et ça motive notre staff à Toulouse au quotidien. Et donc voilà, une grande satisfaction et hâte que ça commence. Là déjà, ce qu'on disait avec Félix André, c'est que ils sortent d'une belle victoire avec la Challenge Cup qui les propulse en Ligue, je crois qu'on appelle la Ligue des Nations en volley. Il avait l'air assez satisfait de déjà ce résultat avant d'attaquer les championnats d'Europe. Tout à fait. Quand j'ai eu Félix pour le féliciter il y a une quinzaine de jours, sa réponse, ça a été c'est énorme ce qui nous arrive. Parce qu'il faut savoir que cette compétition qui s'appelle la VNL, que ce soit en masculin ou en filles, c'est le must. C'est-à-dire que ce sont des compétitions qui sont médiatisées. C'est des compétitions qui nous permettent, que ce soit pour les garçons et les filles, de se frotter aux meilleures équipes du monde. Et c'est vrai que nous, en filles, on faisait la compétition de seconde division. C'est-à-dire qu'on était en dessous, on rencontrait de belles équipes aussi, mais là, le fait d'avoir gagné la Challenger Cup il y a 15 jours, on va jouer contre la Serbie, la Turquie, contre le gratin, et ça ne peut que nous faire progresser. Et en vue des Jeux Olympiques l'an prochain à Paris, c'est le meilleur scénario qui puisse nous arriver. Ah, super. En tout cas, on est très content de ça. Ça pousse, c'est positif. On espère que dès mercredi soir, elles nous prouveront qu'elles sont capables de faire un bon résultat. On va revenir maintenant avec toi un peu plus sur ce qu'est cette structure de Pôle France avec Pauline. Oui, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette structure du Pôle France féminin? Oui, alors c'est en gros, c'est le pendant du Centre national chez les garçons qui est basé à Montpellier, et le Pôle France féminin qui s'appelle l'IFVB, c'est-à-dire l'Institut fédéral de volleyball. C'est le centre de formation de nos jeunes joueuses. Ça correspond à la catégorie junior. On a des joueuses qui rentrent au Pôle France, qui peuvent rentrer à partir de 15 ans et qui en sortent à 19, 20 ans et qui pendant 3, 4 ans vont parfaire leur formation, vont travailler bi-quotidiennement, que ce soit physiquement et au niveau technique et tactique sur la partie volleyball, et qui pendant plusieurs années vont progresser pour à la sortie signer, si possible, leur premier contrat professionnel avec des clubs pro. Et pourquoi pas, et ça c'est notre boulot, alimenter les équipes de France jeunes dans un premier temps, puis l'équipe de France A dans un second temps. Et plus généralement, quelles sont les grandes lignes du développement du volley sur le plan régional? Alors, par rapport à ça, c'est vrai que déjà les filles, il faut savoir aussi, pour ajouter dans la présentation, ce qui est hyper important, parce que ça c'est le ministère Jeunesse et Sport qui, dans la loi du sport, sur le sport, en général, parle toujours de double projet. C'est-à-dire que les filles rentrent au Krebs de Toulouse et pendant plusieurs années donc se forment au niveau volleyball et physiquement.
mais ensuite ont aussi ce fameux double projet, c'est-à-dire que elles doivent avoir un projet d'études. Parce que on sait très bien que le sport de haut niveau, tout le monde n'y accède pas, et donc il faut qu'elles puissent aussi avoir un projet qui leur permette, en cas de coup dur, ou peut-être aussi de se dire voilà, je fais pas le niveau, c'est pas fait pour moi, parce que ça arrive, et bien elles puissent retomber sur leurs pattes et aussi continuer leurs études et s'ouvrir aussi les portes d'une voie professionnelle. Et ensuite, au niveau je dirais sur le Toulousain, les répercussions de la présence du Pôle France, c'est que ça crée une dynamique sur le bassin de pratique toulousain, et c'est quelque chose en plus, peut-être qu'on en parlera, c'est quelque chose de moi qui me tient à cœur en tant que responsable, c'est de développer, de structurer ce pôle pour que ça devienne vraiment la structure et que ça soit de plus en plus et de mieux en mieux implanté déjà sur le Toulousain et en Occitanie. Et vous aviez, je crois, des liens, non, avec des clubs professionnels de volley, non ? Déjà, on a des liens avec les clubs pro parce que, pour continuer un petit peu la présentation, on a 26 filles et on a 2 équipes. On a une équipe qui joue dans le championnat le plus haut en amateur, c'est-à-dire le championnat élite. Ça correspond à la Pro D2, par exemple, au rugby, à la 2e division. Et par contre, on a l'équipe qui s'appelle France Avenir 2024, qui joue en Ligue 2A féminine, donc dans le championnat professionnel. Et là, bien sûr, on est en contact permanent avec des clubs pro pour créer des contacts pour les filles. On est en contact avec eux parce que déjà, on les rencontre sur le championnat, que ce soit sur le championnat ou dans les matchs amicaux. Et ensuite, bien sûr que on a un lien avec le monde fédéral parce que le monde pro, parce qu'on doit aussi du coup appliquer le cahier des charges qui incombe à tous les clubs pro. Et effectivement, on a dans notre projet de développement un contact depuis maintenant 6 mois avec les Spacers de Toulouse, parce qu'on a le projet qui est en cours. C'est pas finalisé à 100%, mais c'est en cours et ça devrait le faire. On est en contact avec eux pour pouvoir faire nos matchs en ouverture des Spacers à domicile au Palais des Sports de Toulouse. Il faudra venir nous en reparler quand ça sera signé, ça sera avec plaisir, et puis on ira les voir jouer, ça sera l'occasion de voir un peu le travail qui est fait sur le terrain. Dernière petite question sur cette interview, comment on accède au Pôle France, parce que il y a une porte d'entrée, j'imagine. Tout à fait. Alors il faut savoir que en dessous du Pôle France, au niveau du secteur féminin, il y a 9 pôles espoirs, c'est-à-dire qui sont répartis en France. Donc je ne vais pas vous les citer, mais en gros il y en a un à Bordeaux, un à Montpellier, un à Paris, un à Mulhouse. Et donc ces filles rentrent en gros à partir de la 3e ou de la seconde dans ce pôle espoir. Et pendant 2 ans, voire 3 ans, pareil, elles s'entraînent tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'elles augmentent leur volume de charge d'entraînement, que ce soit physique ou technique. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a 2 moments importants dans l'année pour ces joueuses, un en décembre et un en mars, ce que l'on appelle les interpôles. C'est-à-dire que ils se regroupent sur Toulouse. Les joueuses qui sont présélectionnées, remarquées par leur entraîneur qui pense qu'elles vont pouvoir faire quelque chose, elles sont toutes rassemblées à Toulouse pendant quelques jours. Et nous, en décembre, on commence à faire des tests physiques, puis on les voit sur le terrain, sur la partie technique. Et ensuite, on les revoit au mois de mars, c'est-à-dire quelques mois après, parce que comme c'est un âge où elles se forment, où elles se développent en accéléré, elles progressent très vite. Et on les revoit au mois de mars. Et là, nous, avec le staff, en collaboration avec les entraîneurs du Pôle Espoir et l'entraîneur national, on les revoit et on fait notre sélection pour l'entrée au mois de septembre. Eh bien, écoute, c'est plein de bonnes informations. Je pense que pour les jeunes filles qui écouteraient cette émission, ben voilà, c'est la porte d'entrée. Elle est à travers l'espoir et cet espoir vous permettra de rentrer dans le Pôle France. En tout cas, Eric, merci. Sache que tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux nous apporter des compléments d'informations. On te recevra avec plaisir. On va te laisser là pour te concentrer moralement, pour pousser nos filles à aller chercher pourquoi pas un titre de championne d'Europe. Et on se retrouve très très vite
dans une nouvelle émission Et si on parlait de sport. Merci à vous en tout cas et à très bientôt avec grand plaisir. Place maintenant à notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby que nous aurons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Conduit, dans lequel vous trouverez des techniciens qui viendront nous parler tout au long de l'épreuve qui démarre le 8 septembre avec ce fameux match France-Nouvelle-Zélande. Et si on parlait de sport, la chronique. Et tout de suite, une présentation détaillée de cette Coupe du Monde avec les tenants et les aboutissants. Comment ça marche, cette Coupe du Monde, Pauline ? Oui, dans moins d'un mois, le 8 septembre a lieu le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby en France avec son match d'ouverture tant attendu entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande pour une finale prévue le 28 octobre prochain. À savoir que le comité d'organisation et World Rugby ont ajouté une semaine supplémentaire par rapport aux autres Coupes du Monde afin d'augmenter le nombre de jours de repos pour les joueurs. Il s'agit de la 10e édition de cette compétition disputée tous les 4 ans depuis 1987. La France organise la Coupe du Monde pour la 2e fois après celle de 2007. Alors cette dernière bouge les lignes et transforme le modèle de livraison d'un événement sportif en déconcentrant son organisation. Conforme à l'ambition de France 2023 d'être la Coupe du Monde des territoires, cette déconcentration est une des premières dans l'histoire des grands événements sportifs internationaux. Elle consacre l'importance des villes et métropoles hôtes dans l'organisation du 3e événement sportif mondial. 9 sites sont mis à l'honneur. Les villes et métropoles hôtes de la compétition sont Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Étienne, Saint-Denis et Toulouse. Et 20 équipes, Pauline, font partie de ce mondial dispatché en 4 poules de 5 équipes. La France est dans la poule A. Elle va affronter la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. La poule B est composée de l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Écosse, les Tonga et la Roumanie. La poule C comprend le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal. Et enfin, l'Angleterre, le Japon, l'Argentine, les Samoa et le Chili sont dans la poule C. Alors, du côté de l'arbitrage aussi, ils étaient 5 au Japon en 2019, 4 au centre avec notamment Jérôme Garcès, qui avait arbitré la finale entre l'Angleterre, Afrique du Sud, Romain Poit, Mathieu Rénal et Pascal Gozer, et un comme assistant Alexandre Ruiz. Ils seront 2, 4 ans plus tard, en France, Mathieu Rénal et Pierre Brouzet désignés comme arbitres assistants. Pour ce qui est du palmarès, la Nouvelle-Zélande est devenue la première équipe à soulever la Webb Ellis Cup après une victoire 29-9 sur la France lors de la toute première finale en 1987. L'équipe a plus tard réitéré l'exploit 2 fois en 2011 chez elle et en 2015 en Angleterre, menée par l'infatigable Richie McCaw. À ces 2 occasions, les All Blacks sont la seule équipe à avoir pu conserver le trophée d'une édition à l'autre. L'Afrique du Sud a rattrapé le temps perdu en remportant à son tour la Webb Ellis Cup lors de l'édition qu'elle a organisée en 1995. Le président Nelson Mandela avait alors présenté le trophée au capitaine des Springboks, François Pienard. Mais dans ce qui reste l'une des images les plus emblématiques du sport, l'Afrique du Sud en est aujourd'hui au même niveau que les All Blacks, avec 3 titres champions d'après le nouveau succès en 2007 et 2019. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, l'Australie est l'autre nation qui a mis la main sur la Webb Ellis Cup plusieurs fois en 1991 et 1999. L'Angleterre est la seule équipe à avoir brisé le monopole de l'hémisphère sud en remportant la Coupe du Monde en 2003. Au vu du niveau et des résultats de l'équipe de France depuis l'ère Galtier, nous espérons que le 15 de France va soulever le bouclier le 28 octobre prochain, surtout à la maison et devant son public. Voilà, on espère bien sûr, Pauline, tous, on va pousser derrière notre équipe de France. Voilà, c'était une petite rubrique pour vous préciser un peu les tenants, les aboutissants de cette Coupe du Monde de rugby. Bien évidemment, nous reviendrons par la suite dans des chroniques spéciales Coupe du Monde de rugby pour vous apporter des éclairages avec des techniciens. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants justement pour parler rugby avec nos invités Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie, et Eric Plane, directeur technique de la Ligue Occitanie. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré,
à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et voilà, nous rentrons dans deuxième partie de cette émission. Ici, on parlait de sport, donc en deuxième mi-temps, avec nos invités Alain Doucet, président de la Ligue de rugby d'Occitanie, et Éric Planès, directeur technique de la Ligue Occitanie de rugby. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous aider à décrypter la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu d'ici maintenant un mois avec un super coup d'envoi, la France contre la Nouvelle-Zélande. Alain, je vais commencer par toi puisque tu es président de la Ligue de rugby d'Occitanie, mais pas seulement. Est-ce que, en quelques mots, si c'est possible, tu peux nous dresser ton parcours dans le monde du rugby parce que je sais qu'il est riche. Oui, je suis dirigeant de la Fédération française de rugby depuis une trentaine d'années. J'étais président du comité Armagnac-Bigorre, ex-comité Armagnac-Bigorre, qui est devenu Ligue Occitanie, avec le regroupement de nos 13 départements occitans. C'est une ligue que je prends beaucoup de plaisir à présider, parce que c'est une ligue excessivement vivante, dynamique, avec des clubs assez extraordinaires que l'on prend beaucoup de plaisir à côtoyer. J'ai été pendant 14 ans secrétaire général de la Fédération française de rugby avec Bernard Lapassé à Camus. C'était aussi une expérience extraordinaire. J'étais membre du GIP en 2007, c'est-à-dire j'étais vraiment directement concerné par l'organisation de la Coupe du Monde, la première que nous avons organisée en France. Donc les choses ont changé, bien sûr, en 15 ans, mais beaucoup de bases et de fondamentaux restent identiques. Donc j'attends avec une grande impatience cette Coupe du Monde, qui sera un peu, je l'espère, l'apothéose de ma carrière avec un beau titre champion du monde de la clé. Et nous aussi, on attend ça, Alain, c'est super. On va passer tout de suite à ton compère là qui est avec nous. Comme ça, après, on va voir le vif du sujet. Éric, directeur technique régional. Pareil, quelques mots de présentation pour que on te connaisse un petit peu mieux et que les gens puissent savoir avec qui ils vont échanger tout à l'heure. Oui, bonjour. Moi, j'ai pris ma première licence. J'avais tout juste 9 ans dans un club toulousain, le football club toulousain à l'époque, puisque j'habitais là-bas avec mes parents. J'ai fait mon dernier match à 37 ans. J'étais un joueur modeste qui a évolué en fédéral. Et ensuite, je suis rentré. J'ai servi le rugby catalan en tant que bénévole pendant des années, en tant que joueur, entraîneur. Puis je suis rentré au comité du Roussillon à l'époque, avant qu'il ne devienne le comité du pays catalan, sous la présidence de Jean Dunac et Paul Foussat, et avec Pierre Aylagas, l'illustre conseiller technique, qui m'a transmis le témoin. Et ensuite, ma foi, j'ai cheminé sur mon parcours de cadre technique en étant pendant une quinzaine d'années conseiller technique du pays catalan, puis après en montant à la direction technique nationale où j'ai été missionné sur des équipes de France jeunes, avant que le président Alain Doucet n'arrive à trouver les bons arguments pour que je devienne le directeur technique de la Ligue Occitanie pour les quelques années qu'il ne me reste avant de prendre la retraite. Voilà. Bon, alors vous êtes capables donc à tous les deux de nous expliquer ce qui va se passer sur cette Coupe du Monde. Et là, je vais passer la parole à une rugbyman qui a pratiqué pendant quelques années. C'est Pauline qui a quelques questions à vous poser. Oui, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation générale de la Coupe du Monde sur le plan sportif ? Le plan sportif, c'est cet événement extraordinaire que l'on vit tous les 4 ans, qui permet à notre rugby, non pas de s'étalonner, parce qu'on connaît vraiment les valeurs dominantes. La Coupe du Monde pourrait se limiter à une dizaine d'équipes. Mais c'est aussi un événement extraordinaire qui permet au Portugal, au Chili, à l'Uruguay de venir se confronter aux Blacks, aux Sud-Africains. C'est quelque chose qui permet à des gens sur toute la planète de rêver, de connaître cette apothéose que l'on vit une fois tous les 4 ans. Moi, je crois que c'est aussi un engouement populaire fabuleux. Moi, je l'ai vécu en Nouvelle-Zélande, je l'ai vécu en Australie, je l'ai vécu en Angleterre. C'est quelque chose qui dépasse les foules dans beaucoup de bonne volonté, de bon sens, de respect, de fraternité. Le sportif est fabuleux. Je vais vous donner un exemple, Pauline, qui m'a beaucoup frappé. C'est la Coupe du Monde de 2007. Il y a eu un match All Black Portugal. Ça s'était soldé par plus de 100 points, bien sûr, entre les deux équipes. Et à la fin, les joueurs les Blacks avaient été chercher leurs malheureux adversaires du jour pour faire un décrassage commun à l'issue de la rencontre avec tous leurs remplaçants et tout. C'est ça l'esprit rugby, c'est ça la Coupe du Monde, c'est ça notre esprit que l'on recherche.
au-delà du résultat sportif qui sera ce qu'il est, hein, les Blacks, les Sud-Africains, les Irlandais ou les Français, il y aura bien un vainqueur. Mais ces autres nations ont pris beaucoup de plaisir et de joie à se perfectionner au contact des meilleurs. Et justement, vous venez de parler, par exemple, des All Blacks. On sait qu'ils vont faire un match au Stadium. Plus localement, quels sont les matchs qui vont se jouer à Toulouse ? À Toulouse, nous avons 5 matchs. Nous avons dans l'ordre Japon-Chili, Nouvelle-Zélande-Namibie, Géorgie-Portugal, Japon-Samoa et Fidji-Portugal. Voilà, nous avons la chance d'avoir les Blacks. Nous n'aurons pas l'équipe de France. Le Stadium n'a pas la capacité requise pour recevoir l'équipe de France, ce qui ne se produira que dans des grands stades. Donc, on se contentera de ça. Et Pauline et Laurent, je vous assure que l'engouement populaire est extraordinaire, même pour aller voir ce que l'on pourrait qualifier d'un tout petit match, style Géorgie-Portugal ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de petits matchs. Il n'y a que des matchs avec des gens qui vont donner le meilleur qu'ils ont en eux-mêmes. Ils représentent leur pays, représentent leur nation. Ils ont la chance d'être à ce niveau de compétition, c'est fabuleux. Eric, vas-y. À ton point de vue, à toi, ça nous intéresse. Moi, pour répondre à la première question de Pauline, bien évidemment que la démocratisation de l'activité qu'a souligné Alain est essentielle. Le rugby est un sport planétaire, il doit le rester, et la Coupe du Monde doit être un moment privilégié pour aider ces petites nations aussi à se développer. Voilà, c'est fondamental. Ça doit être aussi un moment privilégié pour que les grandes nations, continuent à asseoir leurs fondations avec notamment la fidélisation des gosses dans les écoles de rugby. Ça, c'est important. Mais je crois aussi qu'il est très important de mettre en avant tout le développement sportif, toute la technicité, tous les outils aujourd'hui dont se servent les nations majeures, j'allais dire, qui sont un exemple extraordinaire pour des nations dites un peu plus mineures. Si on regarde la première Coupe du Monde, tous les process et les méthodes d'entraînement et la préparation, et si on regarde aujourd'hui comment les équipes se préparent à cet événement avec toutes les nouvelles technologies qui les accompagnent, c'est extraordinaire, quoi. Et ça ne cesse que de faire évoluer le rugby, mais aussi le monde sportif en général. Ce sont des moments privilégiés comme peuvent l'être les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de quelque activité que ce soit. Ah, justement, là, je vais vous titiller tous les deux, mais on va revenir un peu sur le plan sportif. Pour l'instant, c'est les 2 matchs de préparation qu'on a eus là. Comment vous avez perçu le travail qui a été mis en place par Galtier? Et on est resté un petit peu sur notre faim sur ce match, mais en même temps, on doit se dire que c'est toujours un match de préparation? J'ai eu la même sensation que toi, Laurent. Je reste un peu sur ma faim. Et en analysant avec un peu de recul, 48 heures de recul, je te dis que pour beaucoup de nous avons quand même affronté une équipe qui est classée 5e, si je ne me trompe pas, au ranking mondial. Oui, c'est ça, oui. Ce n'est pas une équipe de manchots, attention, l'Écosse. C'est quelque chose d'extraordinaire, avec des joueurs hors normes, de très bons joueurs. C'était pas un match méchoui, cacahuète. C'est quand même des matchs sérieux. On a été chez eux avec l'équipe, ce qu'on pourrait appeler, sans faire insulte à personne, notre équipe 2. On a été joué chez eux. Les Écossais nous ont battus laborieusement, parce que nos gars se sont accrochés merveilleusement bien. Et tout le monde, dans l'imagination de tous les supporters français, ont pensé que notre équipe petite allait les pulvériser samedi soir. Or, il se trouve que beaucoup de nos joueurs, les Toulousains et les Rochelais qui ont fait la finale, ont fini mi-juin à peu près. Les gens du Stade français ont fini mi-mai pratiquement. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait un match officiel. Ils ont affronté une équipe qui avait fait un match pratiquement la même équipe le samedi avant. Une équipe beaucoup plus soudée, beaucoup plus préparée que la nôtre. Donc moi, j'en reprends le positif. On a gagné. Tout est loin d'être parfait. Les garçons comme Ficou, tout ça, se sont discutés. Mais attendez, Ficou, on va le voir dans un mois, Ficou. Et c'est là qu'on a besoin de lui. C'est pas samedi dernier. Et je suis sûr que ça va monter en puissance. Déjà, samedi prochain, ça devrait être beaucoup mieux. Je pense que pour le technicien d'Eric, c'est un peu l'analyse aussi. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils sont pas encore au top de leur forme et qu'il y a eu un travail de préparation physique qui a été fait et qui devrait les amener à être prêts dans un mois. Oui, je crois que, comme disaient nos grands anciens, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Je crois qu'il faut aussi accepter que lorsqu'on subit une préparation très très dure comme le font actuellement les joueurs du 15 de France, il faut savoir qu'à Monaco, ils ont eu des charges de travail très difficiles à digérer.
eh bien, fatalement et physiologiquement, il y a à un moment donné le contre-coup de ces charges de travail. Le staff du 15 de France est très pointu, très professionnel, et donc il savait très bien qu'à un moment donné, il faudrait en passer par là. Ça se passe en Écosse. Je pense que, comme l'a dit le président, avec une équipe dite France à prime, eh bien, on fait une première mi-temps exceptionnelle en Écosse. Ensuite, eh bien, ma foi, les jambes devaient être un peu lourdes. Et les Écossais qui avaient un mois d'avance sur la préparation, eh bien, eux, ont terminé le match pied au plancher avec un peu plus de dynamisme et d'initiative aussi. Et la seconde rencontre, eh bien là, on a pu voir que quand même l'équipe de France se détachait pour se faire rejoindre à la fin. Mais là, c'est pareil. J'y vois là la conséquence d'un très gros travail physique qu'il faut digérer. Et je suis pas du tout inquiet. Tant notre équipe collectivement est en place et surtout tant elle a ces individualités que nous a vu le monde entier et qui peuvent faire basculer une rencontre à tout moment. Merci pour cette analyse qui était nécessaire, je pense, pour nos auditeurs. On va revenir maintenant un peu sur notre terrain en Occitanie. Oui, comment a été gérée l'organisation de la Coupe du Monde en France et plus particulièrement en région Occitanie? Elle a été gérée. C'est une organisation très structurée qui reprend une grande arborescence. Nous avons l'histoire de la Coupe du Monde fait qu'en 2017, nous avions un directeur de la Coupe du Monde qui s'appelait Claude Axé, mais la machine qu'il a mise en place reste. La Coupe du Monde est gérée par un groupement d'intérêt public, GIP. En tant que fédération, nous sommes majoritaires. Le mouvement sportif, à travers le CNOSF, a un certain nombre de parts, et l'État aussi. C'est vrai que la Coupe du Monde est co-gérée par ces trois organisations, dont nous sommes, bien évidemment, on ne va tromper personne, nous sommes quand même des gros maîtres d'œuvre dans tout ce qui se passe. Mais la Rugby World Cup est une société, que je dirais, pratiquement privée, indépendante des fédérations, dont il ne faut surtout pas croire que c'est la Fédération française de rugby qui gère directement tout ce qui se passe. Le choix des terrains, le prix des places, la vente des billets, tout ça, nous ne sommes qu'un actionnaire de ce groupement à trois qui décide de tout. Même si je le rappelle, nous y sommes fortement majoritaires. Bon, les stades ont été sélectionnés en leur temps par rapport à leur capacité. Laurent parlait du rugby dans notre région Occitanie. On peut toujours regretter ou pas que nous n'ayons pas un stade comme les autres grandes villes françaises qui peuvent accueillir l'équipe de France et des grandes affiches. On n'est pas Marseille, on n'est pas Lyon, on n'est pas Lille. Bon, on prend ce qui passe, ce que nous propose, c'est tant mieux. Voilà. Ensuite, ici, localement, nous avons des représentants du GIP. Nous avons un garçon qui c'est Cédric Coll, c'est un Catalan qui a joué à Perpignan, qui a joué à Colomiers longtemps. Le vrai patron de la Coupe du Monde en Occitanie, c'est lui en fait. Voilà, donc il a travaillé en étroite collaboration avec des équipes à nous, bien sûr, avec la région qui s'est énormément investie dans la réussite probable de la Coupe du Monde en Occitanie, avec le Grand Toulouse, avec les villes hautes, Toulouse en l'occurrence, c'est le Grand Toulouse, dont tout le monde y met du sien, du point de vue, financièrement, humainement, sportivement, culturellement. Chez nous, par exemple, vous savez que la région autour de Madame Delga profite de l'occasion pour tisser énormément de liens avec le Japon, ce qui aurait retombé économique et culturel derrière. Bon, tout ça, c'est un grand puzzle où chacun prend sa petite partie pour que le puzzle soit une belle réussite, un beau tableau à la sortie. Et justement, en parlant d'organisation, oui. Quelles sont les animations et les activités prévues pour permettre aux supporters internationaux de découvrir la richesse culturelle de Toulouse et de ses environs? Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, il y a des tas de projets. Nous, par exemple, très modestement, la Ligue Occitanie a voté un crédit de 100 000 € pour financer tous les projets maintenant de nos clubs, du plus grand au plus petit. Nous avons des petits clubs au fin fond des vallées, au Doise ou Bigourdanne, ou Arguégeoise, qui ont envie de faire des choses avec leur public, de montrer du rugby, d'inviter des gens, de montrer ce que c'est le rugby, etc. Nous avons subventionné à hauteur de 100 000 € tous ces petits projets qui font que le rugby sera présent non pas qu'à Toulouse, ça c'était un peu ma hantise. Je voulais que la Ligue Occitanie, qui est la plus grande ligue de France, c'est une région où nous sommes plus de 70 000 licenciés. Je veux que tout ça soit pris en compte. Donc, il y a beaucoup de projets. Faire découvrir, je vais prendre un projet qui me plaît beaucoup,
c'est un projet du département du CD31 qui va consister à faire découvrir le rugby, de notre rugby profond, je dirais, dans nos petites villes, dans nos villes moyennes et petites villes, de ce qu'est le rugby, notre conception du rugby, notamment, et j'y reviens, à des supporters japonais, à des gens qui seront basés à Toulouse sur 2-3 jours, puisque le public va tourner en suivant leur équipe au gré des rencontres. Donc, mais tout ça, il y a une multitude de choses qui sont mises en place pour nous. Il y a deux genres de projets. Il y a des projets pour nous, gens du rugby, et il y a aussi des projets pour les gens que l'on souhaite venir voir nous rejoindre dans le rugby. Ce qui a été réfléchi conjointement avec les élus de la Ligue et les techniciens pour cette Coupe du Monde sportivement. Déjà, un axe important, le développement de l'activité. Ce développement de l'activité, c'est comment accueillir et fidéliser environ 30% de nouveaux licenciés, mais pas que des joueurs, ils peuvent être aussi dirigeants. Donc ça a été un axe de réflexion très fort. Et en fait, il s'est basé, nous avons commencé il y a déjà quelques mois par une enquête en direction de tous les clubs pour savoir si tous les clubs étaient en capacité ou pas d'accueillir environ 30% de plus de licenciés. Ça nous a déjà donné quelques indicateurs. Ensuite, depuis le mois de mai et le mois de juin, l'équipe quand même que je pilote de 30 conseillers techniques de clubs qui ont chacun une dizaine de clubs en gestion, mais 5 collaborateurs directs qui sont des conseillers techniques de ligue qui eux gèrent plusieurs CTC. Depuis le mois de mai et le mois de juin, toute cette équipe fait un travail de sensibilisation, est auprès des clubs pour construire et préparer cette Coupe du Monde. Ensuite, bien évidemment, il y a des gros projets, des grosses actions qui vont être mises en place dans le milieu scolaire, et notamment la région toulousaine, où pendant quasiment un mois, il y a des enseignants qui se sont engagés à mettre en place l'action Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on fasse des mathématiques, du français, des langues étrangères ou bien évidemment du sport, et bien toujours en filigrane, ça sera construit autour du rugby. Alors on y sera, ensuite, je pense, Eric, on y sera parce que Future Talk en a été bien évidemment contacté. Et on a prévu une petite émission spéciale avec les enfants directement dans une école pour parler de rugby. Voilà. Ensuite, dans le cadre de l'action fédérale rugby partout et pour tous, alors il y a le rugby scolaire, d'accord, mais il y a aussi, en ce moment, on fait le tournoi des quartiers, c'est-à-dire que dans les QPV, eh bien, il y a des actions qui sont faites en co-construction, en collaboration avec les éducateurs des clubs. Donc, on va au pied des cités, on fait faire du rugby, on se rapproche des piges, on se rapproche des centres aérés pour faire du rugby. Et bien évidemment, dans le cadre du rugby partout et rugby pour tous, on va nous mettre un gros éclairage après la Coupe du Monde sur le rugby à 5, qui est une nouvelle pratique pour ceux qui voudraient s'initier au rugby, quel que soit leur âge, et qui ne voudraient pas être dans l'affrontement. Eh bien, il y a cette pratique qui va leur permettre de toucher à la balle ovale. Voilà. Et justement, vous venez de parler des actions auprès notamment des enfants. La Coupe du Monde de rugby 2023 est une occasion unique de promouvoir le rugby dans la région. Quelles retombées peuvent espérer avoir les clubs amateurs et quels sont les efforts mis en place pour attirer de nouveaux adeptes ? En termes sportifs, quelles retombées ? 2007, ça avait été 30%, un afflux de 30% de nouveaux arrivants. À l'époque, nous étions pas préparés à un tel afflux. Et résultat, l'année d'après ou dans les 2 ans qu'on suivi, on avait perdu quasiment 25% de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, il y a eu un vrai effort qui a été fait de réflexion en profondeur pour voir comment on pouvait faire que, par exemple, nous avons modifié dans la Ligue Occitanie nos diplômes éducateurs fédéraux. Nous avons fait il y a un diplôme qu'on déplace et qui sera dispensé à la fin de la Coupe du Monde, une espèce de cahier qui sera donné à l'éducateur, aux parents qui voudraient amener son fils et devenir éducateur à la Fédération française de rugby. Eh bien, il aura un petit cahier avec une formation en amont théorique dispensée par les conseillers techniques et ensuite un petit cahier de recueil d'exercices où il pourra où on pourra espérer le faire fidéliser des enfants. Tout comme les clubs, dans la structuration des clubs, eh bien, il y a tout un travail qui est fait
avec les dirigeants pour voir comment on va les accueillir, parce que accueillir quelqu'un dans une structure sportive, c'est fondamental. C'est fondamental. Quand le papa ou la maman amène l'enfant, il faut qu'il se fasse chaleureux, il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose de différent dans ce sport qu'est le rugby. Tout ça, ça a été réfléchi. Maintenant, on verra bien le résultat. Alors Eric, l'arbitre me fait signe que c'est bientôt la fin de cette mi-temps. En tout cas, merci de votre éclairage, merci sur cette Coupe du Monde. Je crois qu'on se retrouve en début de la Coupe du Monde avec une chronique régulière que l'on fera avec vos techniciens dans l'émission Et si on parlait de sport. Un grand merci et j'ai envie de dire maintenant tout simplement, allez la France. Allez les Bleus. Allez les Bleus, bien sûr. Merci à tous les deux et on se retrouve dans quelques semaines pour parler rugby à nouveau avec vous. Avec plaisir Laurent. Au revoir Pauline. Et place maintenant à la chronique sport et professionnalisation avec Yannick Morel. Et si on parlait de sport, la chronique. Nouvelle chronique sport et professionnalisation et je reçois Yannick Morel qui va nous parler un petit peu cette fois-ci de la réglementation de l'encadrement d'activités sportives. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, le Code du sport, par son article L212-1, stipule que la possession d'un diplôme professionnel est une obligation pour enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou physique contre rémunération. Expliquez-moi un peu tout ça, Yannick. Vous venez de dire l'essentiel, c'est qu'effectivement la loi et le Code du sport imposent que pour pouvoir encadrer des activités sportives en France, il faut avoir un diplôme professionnel. Alors, on dit BPGEPS, brevet d'État, formation universitaire, ce que vous avez déjà parlé auparavant, ou CQP, donc diplômes fédéraux aussi, professionnels. Et ces diplômes-là octroient l'autorisation d'encadrer contre rémunération. C'est bien une contre-rémunération. Il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme professionnel pour encadrer quand on est bénévole, mais c'est uniquement quand on veut être rémunéré pour encadrer l'activité. Alors, il y a une chose importante, c'est que pour un éducateur sportif, il a une obligation de déclaration. Tout à fait. C'est lié, c'est dans la même relation avec le Code du sport, c'est qu'effectivement, au-delà d'avoir le diplôme, il est obligé de se déclarer auprès de l'État par le biais justement d'un site internet et pour un but d'obtenir la carte professionnelle d'éducateur sportif qui doit être donnée par le ministère des Sports. Donc il a une carte pro, on va dire, oui, d'éducateur sportif, mais elle lui donne droit à quoi cette carte en fait ? Alors c'est pas une carte de réduction, c'est effectivement qu'elle justifie que la personne a bien le droit d'encadrer contre rémunération, qu'il a bien les diplômes qu'il dit avoir. Et surtout, l'État vérifie aussi derrière qu'il a bien l'honorabilité, c'est-à-dire que il y a une vérification de son casier judiciaire pour s'assurer que la personne est bien en droit d'encadrer, notamment souvent des publics jeunes d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une obligation de la part de l'éducateur. D'ailleurs, et cette carte, pour le schématiser, c'est une vraie carte, c'est une carte format carte de crédit qui est distribuée par le ministère des Sports après inscription. Voilà, donc tout ça c'est aussi a été mis en place dans les années 2000 après tous les événements qu'il y a eu et malgré tout ça, on sait que dernièrement il y a eu quand même pas mal de difficultés, on a eu pas mal de soucis avec des éducateurs sportifs entre autres ou des encadrants et donc cette petite carte là a cet effet-là, c'est au moins pour essayer de garantir que de la fiabilité de la personne que l'on embauche. Tout à fait, c'est ça permet le contrôle et la vérification des gens qui encadrent les activités sportives. Alors donc cette carte elle doit être renouvelée, j'ai lu. Alors effectivement, cette carte est valable que 5 ans. Donc tous les éducateurs doivent la renouveler tous les 5 ans. Et donc pour cela, doivent aller sur le site eaps.sport.gouv.fr pour faire les démarches de renouvellement. Alors il y a une chose importante à dire, c'est que tout employeur d'un éducateur, d'un accompagnateur, doit, avant la prise de fonction, doit vraiment vérifier la bonne possession de cette carte professionnelle. Tout à fait. Ça, et vous faites bien de le rappeler parce que c'est pas toujours fait. Tout employeur aujourd'hui, en France, quel qu'il soit associatif, privé, collectivité ou tout autre, toute personne ou toute entité qui utilise les services d'un éducateur sportif en tant qu'employeur doit vérifier qu'il a bien sa carte professionnelle. Il doit aussi surtout l'afficher et afficher ses diplômes sur les lieux de pratique des activités aussi également. C'est aussi à rappeler. C'est important de le dire dans les temps qui courent, on va dire, pour rassurer les parents, pour rassurer un petit peu aussi tous les pratiquants, de dire qu'on est avec des personnes qui sont fiables, surtout avec tout ce qu'on peut entendre parfois et les mauvaises nouvelles qu'on a et les mauvaises découvertes qu'on peut avoir. C'est ça également, alors fiable, compétente et avec les qualités professionnelles requises.
Donc cette carte professionnelle, elle peut se retrouver sur... Il y a un site particulier pour recenser? Oui, pour alors effectivement, ça, de la même manière que les éducateurs sportifs doivent se déclarer sur le site EAPS que j'ai cité tout à l'heure, les structures employeuses peuvent aller vérifier que de la validité des cartes professionnelles ou de l'existence d'une carte professionnelle, tout simplement, en allant sur le site eapspublic.sport au pluriel.gouv.fr. Il y a carte pro recherche et ils font une recherche directement sur le nom et prénom de la personne qu'ils souhaitent embaucher pour vérifier qu'il est bien en possession d'une carte professionnelle. Yannick Moret, merci, c'est rassurant de se dire que malgré tout ce qui se passe, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour protéger et faire en sorte que l'éducation de nos enfants se passe le mieux possible. Merci pour ces explications, je pense qu'elles étaient nécessaires d'expliquer un peu ce qui se fait, même si on en entend parler de temps en temps à la télé, mais il y a une réalité de terrain et c'est ce que j'apprécie d'avoir pu discuter avec vous aujourd'hui. Merci Yannick et à très bientôt sur d'autres chroniques. Merci Laurent. Et si on parlait de sport, fin du match. Fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, en ce qui concerne les événements sportifs de la semaine, jusqu'au 20 août, vous pouvez retrouver la Coupe du Monde de football féminine qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande avec la finale dimanche prochain. Le 19 août, en rugby, le 15 de France va jouer son 3e match de préparation à la Coupe du Monde face aux Fidji. Jusqu'au 3 septembre, il y a l'Euro féminin de volley en Belgique, Allemagne, Italie et en Estonie. Ensuite, jusqu'à dimanche 20 août, il y a également les mondiaux de voile aux Pays-Bas. Du 19 au 27 août, vous pouvez suivre les championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Et enfin, le 19 août, en Ligue 1, le TFC rencontre le PSG au cours de la 2e journée de championnat. Donc juste à noter, je reviens juste sur l'Euro féminin puisqu'on en a parlé. Le premier match Estonie-France à ne pas rater mercredi 16 août à 20h devant vos téléviseurs. Le programme de la semaine prochaine, Pauline, nous tenterons dans un premier temps de décrypter avec nos spécialistes le plus grand événement sportif de l'histoire de la Hongrie auquel participeront les athlètes de plus de 200 pays et dont l'actualité touchera plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. Les 19e championnats du monde d'athlétisme qui se dérouleront du 19 au 27 août 2023 à Budapest en Hongrie. La deuxième mi-temps, nous vous proposerons de prendre vos vélos de randonnée pour une présentation du cyclotourisme en Haute-Garonne et plus particulièrement un regard sur une randonnée de VTT, la 27e boucle Brax-Bouconne en forêt de Bouconne qui sera organisée en septembre. Merci à Alain Doucet, Eric Plane, Félix André, Eric Arjona et à notre chroniqueur du jour, Yannick Morel, pour votre participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette émission de sport vous a plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 10e émission, Marin, et à Sébastien, notre partenaire informatique Samper-Connect, pour ses conseils avisés. Petite dédicace à notre chroniqueuse Audrey qui est toujours en vacances. Merci Laurent. Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport, la semaine prochaine.